Bon, on va se prendre quelques minutes juste pour la technique, puisque du coup, il faut que Ah je change bon? de micro. Ah oui, c'est vrai. Voilà, C'est un- non, c'est seconde. celui-là, c'est le nouveau? Ouais, confirmez-moi que ça a pris en compte parce que j'ai un petit message. Ah, si c'est en cours. Je pense que c'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est good? It's great. Trop, trop bien. Alors, du coup, est-ce que, Antoine, tu peux donner les accès, la Ouais. possibilité à Nénès de nous rejoindre? Je vous donne à tous les deux la place. Oh, tu peux rester si t'as envie, hein. Demandez. Tac, Mais tac, t'es déjà tac. venu, donc. Bah oui, oui, oui. Bah j'essaye. Voilà. L'apparition subside. Trop Hop bien! là. Et je te donne le. Bah je garde Connecté à la vie. l'autre alors. Vas-y, comme ça t'es Ouais, tranquille. ouais, parfait, super, nickel. Comme ça, je m'occupe que de Nénès et de vous. Salut Titre. Nénès! Salut. Ah, trop bien. En plus, il a un bon micro, ça va être parfait. On va être comme des petits... Ouais, c'est les petits oignons, là. Alors, eh ben écoutez, ce soir, je vous emmène avec moi dans mon univers. Pour certains, vous savez que j'ai un podcast. Eh bien, ce soir, nous enregistrons un épisode de podcast ensemble. Donc pour me représenter rapidement, je suis donc cultivatrice de souvenirs. Je transforme, les textiles des défunts en souvenirs pour les vivants. Donc j'accompagne le deuil finalement par et dans la matière. Et le podcast de façon très générale est un podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures, comme un espace de ressources pour les endeuillés et surtout, bah, en fait, finalement pour, vraiment, ensemble, en parler, lever les tabous sur ce sujet terrible. Voilà. Donc je vous emmène ce soir avec moi dans mon podcast. Je vous invite évidemment à interagir avec nous, du coup. Voilà, j'ai un invité spécial que vous allez comprendre. Voilà, vous allez comprendre pourquoi c'est Nénès qui est là, voilà. Donc voilà, donc ce soir, je vous propose qu'ensemble, nous explorions la peur de la mort. Voilà. Le sujet est posé. Maintenant, je voudrais que Nénès, tu te présentes parce que les gens, je pense, ici ne te connaissent pas. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors moi, donc je m'appelle Nicolas. Souvent, on m'appelle Nénès depuis le collège, hein. Je sais pas, ça me colle à la peau. Ouais. Tu sais d'où ça Et vient? ouais, ouais, bah oui, bah en fait, c'est par rapport à mon nom de famille. Ça ressemble Ah ouais, énormément, bah forcément. voilà. Et du coup, je suis photographe et j'ai monté ma boîte avec mon meilleur ami, donc, qui est Stevie. Je ne sais pas si les gens connaissent, mais en gros, c'est Stevie. On a monté une boîte de communication qui accompagne les artisans, les artistes, les créateurs dans leur ascension sur les réseaux sociaux. On fait pas mal de choses, on fait pas mal de conseils, de tips sur tout ce qui est marketing. On décortique, on a aussi un podcast et on décortique tout ce qui est actualité qu'on peut voir, pas forcément pour dire que c'est l'actu, mais pour dire comment ils ont réfléchi par rapport au marketing, par rapport aux pubs. Et, euh, et du coup, voilà, ça se passe tous les lundis sur l'Insta. Et on a mis ça sur YouTube aussi. Donc après, on mettra les liens si tu veux, où les gens viendront me voir et je leur dirai. Oui, 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 je cherche en même temps les liens. Alors du coup, le podcast s'appelle Le Lundi de la dérive. Oui, Il est disponible sur toutes les plateformes, je crois bien, ou oui. que sur... Ouais, il est disponible sur Spotify, sur Deezer et sur YouTube, du coup. Euh, Voilà, exactement. Merci Geneviève, parfait. Oui. Et puis du coup, je vous enverrai aussi les liens vers le compte de Lundi de la dérive, point podcast, je crois, sur Insta. C'est ça. Euh, Voilà, Geneviève, elle est au Ah taquet, bah nickel, c'est super, parfait. génial. Je laisse Geneviève faire le travail, elle fait ça merveilleusement bien, donc c'est très bien, je vais pouvoir me Parfait. concentrer. Bah, merci Donc, Geneviève, du coup, pour le ah coup. oui, oui, tout à fait. Donc je suis ravie que tu aies enfin accepté. Ouais, Est-ce que je suis un peu en est-ce que PLS, hein. Eh ben, en fait, il faut que je vous explique.
il faut que je vous explique parce que déjà, on va raconter un petit peu d'où c'est venu parce que Ouais, en fait, il se trouve que ça fait en fait bientôt 1 an qu'on travaille ensemble. c'est vrai. J'ai monté pas mal de vidéos et pas mal de podcasts du coup du lundi de la dérive pour Bec Vincennes. Donc voilà, je commence à le connaître un peu bien. C'est vrai. Et il se trouve que Nénès a un sujet qui le dérange beaucoup, Ouais. qui, quand on en parle avec Stevie, en tout cas, parce que du coup, moi, j'en parle tout le temps, hein, voilà, vous ne connaissez pas forcément, j'en ai pas trop parlé aujourd'hui, voilà, je ramène tout à la mort et au deuil, c'est une obsession. Je confirme. Voilà. Et généralement, quand on commence à parler de ce sujet-là avec Stevie, Nénès se fait tout petit et il arrête de parler et il attend que ça passe. En général, Tout à c'est ça fait. qui se passe. Tout à fait. J'essaie d'esquiver et même de fuir, si c'est possible. Voilà, exactement. Donc ça fait à peu près 1 an que je lui demande, mais viens, viens, on en parle en podcast, parce que vraiment, quand même, je pense que tu as plein de choses à raconter sur le sujet. Donc est-ce que tu peux raconter un peu ce qui se passe dans ta tête et pourquoi tu évites ce sujet? Tout simplement, je pourrais dire, c'est une phobie, clairement, la mort. Tout ce qui se rapporte à la mort, pour moi, alors ça va être compliqué pour moi d'en parler, donc, mais ouais, c'est carrément une phobie. En fait, c'est juste le thème qui est archi sensible pour ma part. Et à chaque fois, j'essaie d'esquiver tous les moyens que je pourrais avoir pour pas en parler et pour pas y penser, clairement. Ah oui, La pour preuve, là, même regarde, ne même pas y en penser, parlant, ouais. là. Oui, tu vois, tu essayes d'esquiver le truc, c'est rigolo. Ouais. Mais écoute, je vais vous prendre tous par la main et puis on y va, venez, vous allez voir, ça va être même très sympa, très joyeux, très fun. On va explorer plein de choses, on va réfléchir à plein de choses. Et j'aimerais bien qu'on commence d'abord, même dans le chat, si vous avez, même si vous avez envie de venir mettre vos caméras et vos micros, c'est complètement possible. Vous levez la main et Antoine vous fera monter. Si vous avez envie de partager une image, l'image que vous faites de la mort, de ce que ça peut être, juste l'après-vie, les quelques secondes, enfin voilà, le fait de passer de vivant à défunt et ce que ça peut être d'être défunt. Voilà. Est-ce que vous avez une image en tête? Une image qui potentiellement fait peur parce qu'on peut avoir plusieurs images de cette grande étape. Donc, en fonction de notre humeur parfois, en fonction de nos croyances aussi, en fonction de nos doutes, en fonction de plein, plein de choses. Donc, voilà. Parfait, merci Geneviève. Merci. Et donc voilà. Est-ce que toi, tu as une image qui te vient et qui te fait particulièrement peur, toi, quand tu penses à la mort d'Agnès? Bah, en fait, je pense très souvent dans bon, alors, l'espace, tu vois, mais sans les étoiles, tu vois, sans vraiment le truc un peu néant où il n'y a rien et que du coup, c'est le vide. Et pendant des années, des années, des années, ça sera ça, tu vois, pendant des décennies, des siècles, etc. Ouais. C'est exactement ça. Je crois qu'on partage ce truc-là tous les deux, Nénès. Pour moi, c'est vraiment comme si, en tout cas, c'est ça qui me fait peur dans la mort. C'est que si c'est ça, Mhm. ça me fait peur. Si c'est ça, ça me fait peur. C'est Ouais. d'être projeté une fois que voilà, le switch est fait, d'être complètement projeté, sans possibilité d'interaction, sans possibilité d'avoir des sensations, sans possibilité d'avoir des interactions aussi avec Mhm. les autres, avec d'autres personnes, avec d'autres objets et tout. Et d'être juste complètement spectateur et de garder ma conscience. Garder la conscience de qui je peux être, tu vois, et de juste subir un peu les éléments, de subir l'univers et d'être projeté dans ce vide intersidéral immense et vide, du coup très vide. Même si très beau, mais très vide quand même. Tout Très à fait. aléatoire aussi. Et en fait, en réfléchissant par rapport à ça, par rapport à cette image-là, je sais que cette sensation-là, elle vient souvent quand on regarde, alors particulièrement Interstellar.
Oui, évidemment, hein, voilà. oui. Mais Ouais. mais cette sensation-là, elle vient particulièrement dans ces moments-là où, ben, ouais, tu as des astronautes qui font des trucs de ouf, je sais pas trop, enfin voilà, ils sont en apesanteur, ils sortent de leur capsule pour aller réparer un truc de ouf qui va faire qu'ils vont survivre. Toi, tu es en mode: «Si le fil se décroche, il est tellement dans la merde». C'est ça. C'est ça et en fait, je me disais: «Mais si ça se trouve, c'est juste» enfin, je pose une question. Vous allez pouvoir me répondre aussi dans le chat. Je pose la question: est-ce que cette vision-là qu'on a de la mort, est-ce que c'est pas juste la peur que nous on a de l'inconnu? Parce que c'est un Mmh. peu ça finalement. On Finalement, c'est un peu ça. on sait pas ce que ça fait dans les sensations, tu vois? D'être dans l'univers. On peut pas s'imaginer ce truc-là. Mmh, mmh, mmh. On a des images, tu vois? On voit vaguement, bon, c'est un peu joli, il y a des petites étoiles, il y a des nébuleuses de temps en temps, il y a des comètes qui passent et puis voilà. Bon. Oui. Mais mais tu vois cette sensation, puis quand on se dit aussi, je pense, par rapport, à cette, image des astronautes où, ben, il y a plus tellement de haut ni de bas, il y a plus tu vois? Il y a, plein de repères qui sautent comme ça. Est-ce que c'est pas Mmh. juste, ouais, ouais, Ouais. Jean-Philippe, nous confirme que c'est vraiment juste une peur de l'inconnu. Mais en même temps, on n'a pas forcément de retour là-dessus non plus, tu vois. Moi, je sais que à l'époque, je regardais un peu les gens qui avaient frôlé la mort et qui étaient Mmh. revenus après un coma ou après pas mal de choses. Et chaque personne était assez différent et leur dialogue était complètement bah, selon eux, en fait. Tu sais, c'était vraiment des images que eux pouvaient avoir. Donc, je me suis dit, en fait, c'était cohérent, mais en même temps, bah, c'est ce que eux ressentaient. Tu vois? Et du Ouais, coup, c'est ça. je me suis dit en soi, beh, c'est pas quelque chose qui va être réel. C'est-à-dire que tu peux revenir d'un coma ou de choses comme ça, mais ça sera pas forcément, la même sensation que tu auras, vis-à-vis des autres personnes qui ont eu ça, quoi. Mais c'est ça, tout va changer, en fait et du coup, tu te retrouves dans l'obligation de redécouvrir, les choses. Mais c'est vrai que je pense que alors peut-être que ce qui fait peur plus dans ce côté inconnu, c'est de pas pouvoir, tu sais, ce côté un peu que j'ai dit tout à l'heure, le fait de pas pouvoir interagir, de pas pouvoir avoir des sensations, de pas pouvoir contrôler un Mmh, minimum, en tout cas une partie de ce qui se passera. Est-ce que, tu vois, il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça. Est-ce que, comment je pourrais poser la question? Il y a cette peur de l'inconnu parce qu'effectivement, on ne sait pas, on a juste de vagues images et de vagues idées de ce que ça peut être. mmh, Mais, est-ce qu'il y a aussi une peur du lâcher prise? Du coup, c'est pas une peur du contrôle, mais est-ce que c'est une peur du lâcher prise? mmh, mmh, mmh. Putain, je regardais ce que disait Jean-Philippe et c'est très Ouais. intéressant. J'aimerais bien Jean-Philippe, si tu savoir veux ça. monter, nous raconter ça, hein. Je prends toutes les expériences positives. Ah bah, oui, oui, bah, carrément, attends. Forcément. Pourquoi pas? Non, mais Alors, je peux pas mettre la ah, caméra, je suis en train de me déplacer là pour préparer un truc là, je veux pas Il y a pas rester de très souci. longtemps. Vas-y, Mais raconte-nous. effectivement, alors pour résumer, j'ai vécu un peu cette expérience de la mort quand j'étais en plein burn-out, dépression, quand j'étais arrivé au bout de ma vie littéralement. Ouais. Et comment vous résumer ça? C'était instructif. En fait, paradoxalement, ça m'a vraiment fait comprendre la valeur de la vie. Et comme tu dis, le fait que la vie, c'est vraiment l'opportunité ultime dans l'univers pour interagir justement, avec, les choses, pour agir. Et comment vous dire ça? Que ça m'a fait remettre en perspective justement la façon dont on vit, parce qu'on vit un peu, si je grossis le trait, je me suis rendu compte qu'on vit pour ne pas mourir, au lieu d'utiliser la vie pour faire des choses. Tu vois? On vit pour, protéger notre vie au lieu de l'utiliser. Donc ça m'a permis aussi de remettre en perspective la façon dont je vivais, dont nous vivions. Et Mmh. en fait, je me suis rendu compte que nous ne sommes pas des êtres humains qui avons des fois des expériences du spirituel, mais que nous sommes des êtres spirituels qui avons une expérience humaine, ce qui est un peu mmh, différent. Donc ça, c'est vraiment pour résumer, parce que ce serait long à expliquer, mais
en gros, ça fait pas si peur que ça. Ça fait pas peur du tout, en fait. C'est plutôt, c'est là où tu te rends compte que non, au contraire, il faut profiter de la vie, parce que c'est une expérience et Ouais. Et tu avais peur la avant de vivre ça, de la mort? bah, comme tous les êtres humains et tous les êtres vivants, oui, on a tous peur de la mort parce que comment dire? C'est ça aussi qui m'a permis de comprendre ce qu'est l'être humain fondamentalement, que c'est, Mmh. une entité, spirituelle dans un corps physique qui, lui, a pour seule mission de perdurer le plus longtemps possible, pour que cet aspect spirituel remplisse sa mission, d'âme, si on peut dire comme ça. Et cette partie spirituelle qui, elle, n'a pas peur de la mort puisqu'elle ne peut pas mourir. Donc c'est cette double identité de l'être humain et de comprendre que oui, c'est normal d'avoir peur, mais il faut, trouver cet, équilibre entre, prendre soin de son corps, tout en avançant sur sa mission d'âme. Et tu sais pas quand ça va finir, mais c'est pas ça c'est pas grave en fait. Le plus important, c'est de profiter du voyage en fait. C'est vraiment ça le plus important. Donc Mmh. voilà, si je peux résumer comme ça, voilà, si ça peut vous Trop donner une bien. petite clé, En j'en tout ai cas, c'est parlé avec un poétique, hein. ami récemment, Oui, à oui. statut pour le témoigner. Ça on a parlé pendant 3/4 d'heure, de l'expérience de la mort, si ça vous intéresse. Ah bah, C'est carrément, partage-nous. Carrément. je te l'enverrai, Zoé. Ouais, avec plaisir. Mais donc voilà, c'est normal d'avoir peur, voilà, c'est ce que je veux dire, Mmh. c'est normal. Mmh. Mais la question, c'est pas trop ce qui se passe après, le plus important, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant? Et qu'est-ce qu'on va en faire du temps qu'on a et qui est indéterminé et quand c'est fini, mais ça on verra après, j'ai envie de dire. Mmh. Exactement. Mais c'est très vrai et c'est important ce que tu dis parce que, en fait, avoir peur de la m en fait, on en parlait cet après-midi avec, Christine, de la peur en général, pas forcément de la peur de la mort, parce que la peur de la mort, c'est très, heu, comment dire? Très poussé. Je pense que c'est un peu la peur ultime. C'est peut-être Mmh la mh. peur qui se cache derrière toutes les autres. Souvent, c'est Mmh. ça. On parlait beaucoup d'avoir peur de prédateurs, enfin voilà, voilà, qu'on nous fasse du mal, le fait de penser que les autres sont souvent, malveillants et cetera et cetera. Mmh. Est-ce que enfin voilà, est-ce que, l'ultime peur, la peur qui se cache derrière toutes les autres, c'est juste simplement la peur de notre propre mort? Quelle est Bah, je à pense oui, effectivement, toutes les peurs sont des dérivés de la peur de la mort quand on pousse la réflexion c'est et ça? je pense qu'on a 2 peurs en tant qu'être humain. On a la peur de mourir par rapport à notre enveloppe physique Mmh. et on a la peur de ne pas avoir contribué à la vie de par notre côté, plus spirituel et c'est ce qui crée parfois cette dissonance, chez beaucoup de personnes de se dire: «OK, je suis en sécurité physiquement, j'ai l'argent, j'ai les ressources et tout, mais j'ai l'impression d'être en train de mourir à l'intérieur parce que je passe mon temps à préserver ma vie et Mmh. pas à avancer sur ma mission d'âme et à contribuer à quelque chose de plus grand». Donc il y a cette double aspect-là aussi, je pense qui est important à prendre en compte. Donc c'est un peu Carrément. l'image que j'en ai eue à ce moment-là. Tu en penses quoi, Nénès? Et au revoir. Euh, mais en fait, moi, j'ai plus l'impression que c'est un moyen tout simplement aussi de s'apaiser, justement parce que la peur est assez grande ou quoi. Et du coup, on cherche des moyens de se dire que bah, il faut qu'on vive l'instant présent, il faut qu'on trouve, je sais pas, des témoignages, il faut qu'on trouve des trucs comme ça. Au-delà de ça, je prends, tu sais, c'est ce que je dis, c'est que dans mon quotidien, c'est ce que je vais faire et c'est ce que je vais essayer de prendre en compte. Mais il y a des moments où en fait la peur revient beaucoup plus grande et Mmh. beaucoup plus présente. Et je me dis, en fait, tout ce que je pense et tout ce à quoi j'ai voulu euh, bah, éviter de justement d'y penser, bah, s'estompe parce que, en fait, c'est beaucoup plus grand que ça n'y paraît. Je sais qu'il y Mmh. en a, ils ont beaucoup moins peur de la mort parce que ils ont ce truc quotidien de se dire, bon, bah, moi, je dois vivre le jour au jour, tu vois. Donc, ils ont ce truc quotidien et cette habitude. Et ils ont foutu leur cerveau dans cette optique-là. Mais c'est compliqué de se dire, ben, en fait, je vais penser comme ça tout le long de ma vie, en fait. Parce que justement, vu que c'est une phobie,
eh ben, il y a forcément un moment donné où ça va revenir. Un décès ou quelqu'un qui est malade ou les choses comme ça. Et je Mhm. trouve ça un peu. Mhm. Alors, c'est simple, c'est sympa de se dire qu'il y a moyen de s'apaiser, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à déconstruire dans notre cerveau pour justement Mm. aller de l'avant, quoi. C'est ça. Mhm. Ouais, Et totalement. bah, vous allez pouvoir répondre tous les deux. C'est quoi qui vous fait le plus peur entre votre propre mort à vous ou celle de vos proches? Mm. Eh, La, dur la question. la, la conséquence n'est pas la même. Ah C'est bah bien mes non. proches à me faire souffrir en tant que mentalement, moralement. Et la mienne, techniquement, je souffrirais plus quand je serais mort en soi. Mais par contre, comme tu as dit, je pourrais plus interagir, etc. Donc, Mm. enfin, honnêtement, la mienne me fait pas peur en soi. C'est juste que ce serait embêtant. Ce serait pas pratique, quoi, ces Je confirme. choses-là. En fait, j'ai l'impression que la mort, notre propre mort, est une profonde frustration. De justement, en fait, on s'imagine beaucoup qu'on va plus pouvoir interagir avec les autres, leur parler, des gens Mhm, qu'on aime, machin, etc. On va être dans la séparation. Mais si c'était autre chose. Par exemple, il y en a. Mais c'est ça qui est super intéressant, c'est que le fait de parler de la mort, et surtout par rapport à ce biais-là, ça nous fait nous interroger sur notre spiritualité et nos croyances, en fait. Et en fait, le fait de s'imaginer, effectivement, cette image-là, parce que euh, il y a personne qui a partagé d'autres images, mais cette image de l'univers où on a toujours notre conscience, mais on n'a plus de possibilité ni de contrôle, ni d'interaction, ni de rien. Moi, c'est l'ennui absolu déjà, puis c'est la Mm. flip parce que du coup, ben, tu sais pas ce qui va t'arriver, tu sais pas si tu vas souffrir, tu sais pas si. Puis l'ennui, je pense que c'est une torture monumentale et puissante. Mais il y a des gens qui croient à la réincarnation. Et il y a des gens qui Mm. croient au paradis et à l'enfer. Il y a des gens qui mhm, croient que après on mène une autre vie, un autre type de vie sous une autre forme. Il y a plein de croyances, tu vois, mais est-ce que justement la mort, est-ce qu'elle n'est pas parfois une libération quand notre corps humain est dans ce que nous on connaît de cette vie-là en fait est trop souffrant? Est-ce que c'est pas justement une libération? Enfin, tu vois, c'est finalement on a peur d'un truc qu'on connaît pas mhm, du tout et qu'on n'a aucun moyen de dire ben c'est ça, à part notre croyance, mhm. Ouais, qui je est vois ce que tu finalement veux là dire. pour nous rassurer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais, j'avais cette idée-là aussi avant cette expérience. Et en fait, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est vraiment le moment où tu arrives à la fin de ta vie, tu sens que tu es en train de partir. Tu te rends compte qu'en fait, même si la vie était douloureuse, c'était une opportunité, hein, de faire des choses. Et cette sensation de regret, de te dire, en fait, je m'en étais pas rendu compte et j'aurais plus l'occasion de faire ces choses. Je suis en train de regretter ça. Et après coup, ce qui fait que, enfin, pour moi, la mort c'est pas quelque chose qui me fait peur en soi. C'est le lâcher prise, de se dire, mm, à un moment, je vais mourir, je sais pas quand. C'est ça qui donne encore plus de valeur à chaque instant, en fait, de me dire, ben, comme je sais pas quand ça peut arriver, chaque jour où je me lève, c'est un cadeau. En fait, c'est un jour de plus pour agir, pour faire des choses. Et comme je sais pas quand ça va arriver, je vais faire en sorte que la vie dans laquelle je me projette chaque jour compte. ouais. C'est Mm. pas vivre au jour le jour, c'est vraiment de dire j'ai une vision à long terme et je vais faire que chaque jour fasse que je me rapproche de ces choses-là pour que même si le voyage s'arrête avant que j'y sois arrivé, ben, j'ai fait en sorte de profiter, d'apprécier chaque étape du voyage. C'est vraiment de voir la vie comme un voyage qui peut Mm. prendre fin à n'importe quel moment et c'est OK, on sait pas quand, mais d'en profiter en tout cas, de donner un sens à ce moment qui va durer pendant un temps indéterminé. Et ça Exactement. aide à lâcher prise un peu, se dire: «OK, bah, je vais mourir, bon, d'ici là, profitons-en pour faire des choses tant que je suis pas mort». En fait, c'est plutôt ça. Exactement. Et toi, Nénès, du coup, t'as pas répondu à la question. Alors, redonne-moi la question du coup. Tu as plus peur de ta propre mort ou de celle de tes proches?
Bah, c'est un peu égoïste, mais j'ai plus peur de ma mort, puisque c'est le ressenti, en fait, tu vois, toutes mes émotions, tous mes sentiments qui vont être bloqués et stoppés, Mm. plutôt que je sais que la mort des gens, je vais pouvoir les honorer, je vais pouvoir leur donner une valeur en plus, si tu veux, entre guillemets, de mon amour, en fait, pour eux. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi d'accepter ça que d'accepter ma propre Ta mort. propre disparition. Ah, c'est Ouais. intéressant ça. Mmh. C'est curieux. Et vous, dans le chat, Mmh. c'est quoi qui vous fait le plus peur entre le fait de mourir vous ou de voir mourir vos proches? Parce que moi, en vrai, je crois que je ne saurais pas répondre maintenant. Parce que je suis très habituée en fait à perdre mes proches, c'est bizarre. Voilà. Fanny Ok. qui nous dit mon fils, oui, je comprends. Oui, ouais, c'est compréhensible. Euh, euh, En fait, je suis très habituée à voir partir mes proches, à même voir partir mes animaux, parce que on fait un deuil aussi des animaux de compagnie qui font partie Oh oui. pleinement de notre famille, de nos proches. Évidemment, on voit partir plein de choses, mais le deuil, en fait, il est présent à plein de moments de notre vie, de façon souvent allégorique, pas nécessairement liée à une mort. Euh, et puis, ma propre mort, en fait, je l'imagine de tellement de manières que j'ai presque envie de voir ça comme un nouveau boulot. Bon, bah, c'est mon premier jour en tant que défunte, allez go, c'est parti! Ouais, Pourquoi pas? Voilà, belle et de me façon dire, de voir les choses, bah, c'est comme tu l'as très bien dit, c'est vraiment le déclic. Tu veux dire la mort, c'est pas le contraire de la vie. oui, La mort, c'est l'opposé de la naissance. Soit les 2 exactement. marquent le début de quelque chose et la fin d'autre chose. Et c'est le flux de mort, naissance qui crée cette, dynamique qu'on appelle la vie en général. Mm, c'est C'est ça. c'est vraiment cette image-là que j'ai eue à ce moment-là de la vie et que bah, s'il y a des choses qui meurent pas, enfin si rien ne meurt, ben il y a plus de mouvement et Ben, si oui, rien c'est ne ça. naît, il y a plus de mouvement. Mm, Donc c'est pas quelque chose de négatif, la mort, c'est un flux normal c'est qui ça. qui crée des Mais choses, quoi. en fait, c'est de la même manière que, c'est hyper important ce que tu dis, de la même manière que nos émotions ne sont ni négatives ni positives, que tout ce qui nous arrive dans la vie n'est ni positif ni négatif. C'est juste la façon dont on va gérer le truc, qu'est-ce qu'on Mmh. choisit d'en faire et comment on avance avec tout ça. On a Angela qui dit: «J'ai plus peur de la mort de mes proches, malgré que j'ai eu déjà plusieurs pertes, alors que, de la mienne, je me dis que, ben, j'aurais fait mon temps et que ce sera le moment de partir». Je trouve que c'est intéressant comme vision aussi. Geneviève qui hiérarchise complètement. La mort de ses enfants lui font plus peur. Après, il y a sa propre mort et après, il y a la mort de ses Mm. proches. Hem, Mmh. la grand-mère de Geneviève disait: «La mort fait partie de la vie complètement». C'est une chose, intrinsèque à la vie Mmh. et la mort c'est une renaissance dans une autre vie, la réincarnation, donc après c'est en fonction effectivement de ce qu'on croit et de notre spiritualité, quoi. Je pense que c'est très lié, en fait, Mmh. ce sujet-là, à ça et en même temps, est-ce qu'on a tellement le choix? Est-ce Oui. qu'on a tellement le choix? Je ne sais Voilà. pas. Je sais que, alors pour ceux qui connaissent pas, je vous invite vivement à aller écouter ce podcast, moi qui m'a beaucoup inspirée et qui m'a donné envie de faire le mien. C'est un podcast qui s'appelle Mortel, qui est en 12, 13 ou 14 épisodes, je sais plus. En tout cas, il y a pas beaucoup d'épisodes, mais qui est absolument fascinant. Ça s'appelle Mortel, ça a été fait et écrit et tourné par Taous Merakchi, qui est une écrivaine merveilleuse, très intéressante, et qui a une fascination aussi pour la mort, et qui explore plein de pans de tout ça, et qui C'est expliquait sur que quelle elle, plateforme, ce podcast? je pense que tu peux les trouver. Alors, c'est sûr, sur Spotify, je pense que tu peux le trouver sur quasiment toutes les plateformes d'écoute classiques. OK. Euh, donc en fait, elle expliquait que sa vision de la mort à elle, en tout cas de l'après, c'est un grand vide noir. Il ne se passe rien. C'est l'immense silence. Et en fait, c'est ça qui me faisait peur, moi. Et moi, j'étais en mode, ouais, d'accord. Et donc, elle expliquait ce truc-là. Un immense. Voilà, il n'y a rien. C'est juste du noir.
du silence absolu. Il n'y a plus rien. Et après, elle a sorti un truc, une dinguerie, où j'étais en mode, ouais, ah bon, ok. Elle a dit, en fait, moi, ça me rassure de penser ça. Ça me rassure de penser ça. Ça me rassure profondément de penser ça et de croire à ce vide, à ce rien où juste je ne penserai plus, je n'aurai plus conscience de moi, je n'existerai tout simplement plus. Ça la rassure parce qu'elle disait, en fait, la vie, c'est tellement, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à entendre, tellement de choses à faire, tellement de choses à comprendre, à apprendre. Il y a du bruit, il se passe des choses, la naissance, les gens, la vie, on grandit tous les jours, il faut dormir, le machin, enfin tu vois, tellement de choses à prendre en compte, tellement de conscience, qu'elle se disait qu'en fait la mort, le fait de ne plus exister, de ne plus avoir de conscience, eh ben, ça faisait que c'était en fait son image du repos. Enfin, on dit le repos éternel et tout machin. Et du coup, je suis en Mhm. mode, ah, ok. Et je trouve que c'était hyper intéressant parce que du coup, elle a une vision qui, moi, me fait peur, mais qui, elle, la rassure. Et je trouve que c'est trop cool parce qu'on a plein de visions chacun qui sont très personnelles, très créatives en tout, en plus, parce que voilà, il y a des gens qui, effectivement, on pense à la réincarnation, on pense à plein de choses et tout ça, mais en fait, on peut imaginer complètement ce qu'on veut. Mm. C'est C'est complètement Mhm. libre de notre imagination, de notre créativité. La seule chose qu'on peut faire avec cet inconnu-là, c'est de s'amuser avec, de l'imaginer. Bon, bah, si c'est rien, bah, c'est rien. On se rendra même pas Mhm. compte, on le saura pas, on souffrira pas, et tout ira bien. Mais effectivement, bah, si c'est, je sais pas, bon, ça pourrait être un paradis, bon, d'accord, ok, mais ça pourrait être juste, on se réincarne sur une autre planète. Ce serait drôle. Mhm. Je Ou pensais à des en, mondes parallèles, moi. Ouais, mais carrément, ce serait trop ça. Ou si ça se trouve, on recommence depuis le début. On recommence. Oh non. Allez, hop. Oh. Oh. Tout ça Non, pour non, non. ça. Oh là, C'est oh là, Et clair. voilà, on c'est refaire les ça mêmes que j'attends. erreurs encore et encore. Eh Ça, ben, c'est l'enfer. C'est c'est l'enfer. ça que c'est ça que j'attendais. Le encore et le encore. Vous imaginez, il y a plein de cultures qui pensent Mm. en cirque, en cirque, non, en cercle, non, toujours pas, en Un cycle, non? cycle. Merci. Je commence à être un petit peu fatiguée, désolée. En cycle. Et en fait, notamment, il me semble, les hindous, en tout cas, la partie orientale de notre monde, pensent beaucoup comme ça. Et en Mhm. fait, il y en a, ben, ça pourrait tellement être ça, de dire, ben, en fait, tu recommences. Tant que tu n'as pas appris les leçons que tu dois apprendre dans cette vie-là, tu ne pourras pas passer au cercle suivant. Ça pourrait être ça. Et pendant des décennies, enfin des décennies, des vies et des vies et des vies et des vies, tu vas tourner comme ça, dans ta petite roue de hamster. Et tant que tu n'auras pas changé ta façon de voir le monde, ta façon de voir ta vie, ta façon de la vivre, en faisant, par exemple, ce que Jean-Philippe a fait, en disant, ben, d'accord, je vais mourir. Ah ben, je vais profiter en attendant. Tu vois ce que je veux dire? Mm, En mm, mm, switchant le truc en mode. En fait, est-ce que c'est aussi ça, je pense que c'est beaucoup une histoire de choix et de compréhension et de ce qu'on a envie de travailler. C'est, j'imagine un peu le truc comme ça, c'est est-ce que j'estime que ma peur de la mort, par exemple, c'est un problème? Parce qu'elle m'empêche de vivre, parce qu'elle m'empêche de sortir. Il y a des gens qui ont peur à ce point-là de mourir ou qu'il arrive des choses à leurs proches, donc ils empêchent leurs proches de vivre ou ils s'empêchent eux de vivre, ou les deux. Ça arrive aussi. Et du coup, est-ce que ça devient un problème et est-ce que tu as envie de t'occuper de ce problème-là? Est-ce que tu as envie de plonger dans le truc, d'aller parler à cette peur-là en face, de lui demander pourquoi tu es là, qu'on discute parce que tu m'empêches de vivre, du coup, alors Mhm. que voilà, j'ai peur de toi, mais tu m'empêches de vivre, donc et puis c'est quoi ton choix? C'est à un moment donné, je pense que c'est dire à ta peur, c'est quoi le choix qu'on fait ensemble? C'est le choix de vivre? Et si oui, comment on choisit de vivre? Et si c'est le choix de mourir, comment on choisit de mourir? Parce que c'est la même question, en fait, en vrai. C'est Exactement. c'est La vie, c'est, c'est juste le chemin qui t'emmène vers la mort, quoi. Donc en voilà, gros, c'est comment tu exactement ça. choisis de le vivre? C'est exactement ça et peu importe la façon dont tu vas poser cette question-là, comment est-ce que j'ai envie de vivre ou comment est-ce que j'ai envie de mourir? Normalement, la réponse est la même. Mhm.
Normalement, la réponse logiquement. est la même. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, parce que... Mais non, mais moi ce que je pense là-dessus, enfin, c'est que de penser comme ça, je trouve que ça broie aussi toutes les histoires qu'on peut, donc les témoignages qu'on peut avoir de la réincarnation. Par exemple, il y a un petit bonhomme, je retrouverai le nom, qui a des, donc il dit qu'il voilà, il s'est réincarné et qu'il était une personne historique à l'époque, et il sort tous les détails qu'il peut avoir alors il a 5 ans. Et il sort des détails de folie. Et du coup, en fait, moi, j'étais en mode, ok, j'y crois pas forcément de base, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est quand même assez intriguant dans son schéma et dans son histoire et dans son dialogue. Et quand tu regardes pas mal de témoignages là-dessus, c'est vrai que c'est très intriguant parce on peut pas, alors effectivement, il y en a qui sont pas du tout cohérents, mais on peut pas éviter ou juste ignorer ce que ces gens-là, ils ont à dire. Mm, tout Et à du fait. coup, là, moi, Mhm. c'est ces questions-là que je me pose. C'est à ce niveau-là. Et c'est bien d'avoir le doute, Oui, c'est c'est vrai que important d'avoir du doute. Tu c'est vois? intriguant. Et c'est une question que je me posais pas avant, parce que je comprends. C'est pas que je croyais pas en la réincarnation, c'est que je comprenais pas l'intérêt. Pareil, je me disais, mais attends, t'as fini, puis tu recommences, c'est quoi l'intérêt? Et Mm. là, ça a changé un peu ma vision des choses quand j'ai compris le processus en fait de la vie et de ce qu'est fondamentalement l'être humain et tout, sur ok, ça servirait peut-être à ça. C'est un peu compliqué à expliquer, mais j'en parlais dans le podcast justement, je te laisserai regarder si tu veux, sur cette vision de Carrément. la réincarnation. Mais pour répondre à ta question, effectivement, sur ma façon de mourir, c'est là toute la question en fait. C'est peu importe quand ça finit, la question c'est pas est-ce que je vais mourir ou pas, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie? Pas qu'est-ce que je fais dans ma vie, contrairement à ce qu'on me demande à l'école, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Avec Mm, cet outil que j'ai, cette opportunité d'interagir, de faire des choses, qu'est-ce que je vais faire? Pour que quand l'outil me sera enlevé, que je puisse pas me en fait, ce qui me fait le plus peur dans la vie, c'est pas de mourir, c'est de mourir avec des regrets. Vraiment, c'est le pire truc. Ouais, ouais. Ouais. Ça me terrifie, parce que pour l'avoir vécu une fois, ce sentiment-là, il est immonde, vraiment, ouais, il est terrible, Mm, mm, mm. vraiment, donc c'est plutôt ça, c'est la question de la mort, comme tu as dit, c'est la question de la vie. c'est ça, C'est, comment je vais mourir, ça pose la question de comment je vais vivre c'est ça, et je pense que c'est exactement. plus sur ça qu'il faut s'orienter parce que ce que quand tu vas mourir, tu n'en sais rien, mais comment tu vas vivre, beh, là, tu as la main dessus et ça a quelque chose de rassurant parce que tu peux te dire: «Peu importe comment je vais mourir et quand je vais mourir, Mm. je me concentre sur ce sur quoi j'ai la main, c'est-à-dire comment je vais vivre» et Ouais. après, bah, quand ça arrive, hein, voilà, Mm. Oui. sans regret. C'est exactement ça, effectivement. On peut avoir un but dans la vie, c'est de ne pas avoir de regrets, c'est chouette. Mm, mm, ouais, ouais, ouais. C'est très, très intéressant. Il y a plusieurs personnes dans le chat qui disent que, elles sont en capacité, en tout cas, de recevoir des messages des défunts. Ça, si vous avez envie, les filles, d'en parler, et levez la main et venez nous en parler. Grave. Hyper intéressant, Ouais, c'est clair. j'ai fait un épisode avec un médium il y a pas très longtemps qui sortira dans 15 jours? Non, dans une Oh. semaine, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine qui vient. Hey, coucou On Fanny! a une Ah, le main. verre, effectivement, qui comme ça, ouais. Voilà. Vous Donc m'entendez bien? ouais. Ah, super, parce que j'ai le casque et j'ai pas l'habitude de la nouvelle technologie. On t'entend un peu Euh, comme si tu étais sous l'eau, mais ça va, c'est pas mal. ah, d'accord. Alors, je peux crier, ça, je sais faire. Vous me dites. Non, En vas-y, fait, raconte, raconte. alors, les défunts, déjà, pour moi, il y a une multidimension de l'autre côté. Il n'y a pas que t'es mort, t'es dans un endroit. Il y a plusieurs strates différentes. Il y a les gens qui sont piégés dans la culpabilité, il y a les gens qui sont piégés dans la peur, le remords. Et en fait, il y a plusieurs strates différentes. Il y a aussi je te dis comment Bien j'ai sûr. vécu tout ça. Voilà, Mhm. c'est pas une certitude, mais moi, c'est dans mon histoire en tout cas. Et il y a aussi des âmes. Tu sais, il y a comme un espèce d'équilibre entre qu'on peut appeler le bien et le mal, les énergies basses et les énergies hautes.
Et en fait, tout le monde a son rôle à jouer là-dedans. C'est très particulier, mais tout le monde a son rôle à jouer. Et dans ces multidimensions, on peut capter toutes sortes d'entités. Tu vois, il y a des défunts qui sont morts, il y a des sortes d'âmes qui sont pas que de la planète Terre. Il y a vraiment des multidimensions et qui peut capter tout et n'importe quoi. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a les vrais messages des défunts et il y a les messages de ces entités qui se nourrissent un petit peu de l'énergie de l'humain, entre guillemets. Mais pour rester sur les défunts, les gens qui ont basculé, comme on peut dire, de l'autre côté, il y a des gens qui sont pas du tout dans la lumière et dans la paix. Donc ces gens-là, ils continuent à faire un travail de l'autre côté quand ils ont pris conscience qu'ils sont morts, un travail de ce que j'appelle dette karmique, c'est-à-dire que ils ont besoin d'avoir le pardon des gens à qui ils ont fait du mal pour basculer dans la lumière. Et en fait, c'est cette notion comme quoi on est tous un, d'accord? C'est pas leur but, c'est pas je veux ton pardon parce que j'ai besoin de basculer dans la lumière, c'est j'ai pris conscience que je t'ai fait du mal, que je n'avais pas pris conscience de mon vivant. Et à l'heure d'aujourd'hui, pour le bien-être du collectif, j'ai besoin de ton pardon parce que je me rends compte que en te faisant du mal, je me suis fait du mal. Il y a tout ce travail-là, parce qu'il y a des choses qui ont fait, des gens qui ont fait des choses qu'on peut qualifier de horribles, tu vois, à l'heure d'aujourd'hui. Et ils ont besoin de ce pardon pour monter dans les énergies hautes, tout simplement. Exactement. Et t'en as qui veulent pas faire ce travail et qui restent là à hanter, on appelle ça hanter, parce qu'ils sont dans cette culpabilité et tellement la prise de conscience fait mal, ils ne veulent pas le voir. Donc ils continuent à créer leur routine comme s'ils n'étaient pas morts. Pour eux, ils sont encore vivants. Exactement. Et donc il y a les défunts qui captent les gens sensibles ou médiums qui ont cette capacité comme moi un peu. Eh ben, ils vont parce qu'ils savent que le message va être passé. Donc, des fois, ça frappe à ma porte, là, ça me toque à l'épaule. Et t'en as, ils sont gentils, juste, ils te toquent, ils disent, est-ce que tu peux dire ça, s'il te plaît? Et t'en as, par contre, qui sont violents parce qu'ils sont pas contents. Ils veulent que ça bouge, ils en ont marre d'être de l'autre côté. Et eux, ils te poussent, par contre. Et là où c'est difficile, quand tu captes ces entités-là, c'est que, si tu te respectes pas toi-même, ça te bouscule. Exactement, ça c'est clair. Il y a Geneviève dans le chat qui disait quand j'en parle, donc de ce don, de cette capacité-là, on dit que je suis folle. Et je pense que il faudrait que je le formule sous forme de question. Comment est-ce que je pourrais poser la question? Est-ce que vous pensez que c'est une question de rapport à la mort, voire de peur de la mort? Est-ce que les gens qui disent que les médiums sont des oufs, est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de la mort? Est-ce qu'ils ont un rapport fuyant à la mort? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et qu'est-ce que vous pensez globalement des médiums aussi? Ça peut être votre avis aussi dans l'autre sens, dans le sens où qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent comme Fanny et qui partagent leur expérience comme Fanny de contact avec les défunts? Ou en tout cas avec des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. Oui, parce que juste une petite parenthèse quand même pour pas rester sur le négatif, il n'y a pas que les défunts, hein, il y a aussi des guides spirituels, Voilà, il y a des c'est ça. énergies qui sont là pour nous aider. Je te dis, c'est une multidimension de l'autre côté, dans l'invisible. Ah. Est-ce qu'on a encore Jean-Philippe avec nous? Non, je pense pas, il a coupé son micro. Non, Ils ont Si, si, peur je et suis là. fuient cette... Ah Je oui. suis là, le son, un mouvement, j'ai coupé le micro, mais j'écoute. Il y a pas de souci, t'inquiète. Bio Naturel dit: «Ils ont peur et fuient cette réalité». Alors la fuite, elle est hyper intéressante Mhm. et on peut en parler aussi. Geneviève, je pense qu'il y a des personnes qui ont des vrais dons, mais qui sont «mal vues» entre guillemets ou «jugées» entre guillemets par la multitude de charlatans qui existent. Oui. Alors il y a ça aussi. Effectivement, il y a, alors je déteste ce mot parce que je le trouve profondément jugeant, mais on va l'utiliser là de façon non jugeante de ma part. Il y a le mouvement spirituel New Age qui englobe une multitude de choses, bien sûr, telles que la lithothérapie par exemple, telles que les fleurs de bague, et il y a des choses qui sont bonnes à prendre, il y a des choses qui sont moins bonnes à prendre, la même chose que dans tout, hein.
dans le développement personnel, globalement. Et effectivement, il y a énormément de personnes qui profitent de ces connaissances enfin, qu'on prétend être des pseudo-sciences, de ce genre de choses, etc., qui en profitent pour effectivement, en fait, clairement se faire de l'argent, on va poser les mots dessus, et qui effectivement véhiculent énormément enfin, de tabous, de clichés, surtout de clichés sur les médiums, sur l'après-vie, sur plein de choses, et je pense qu'on a énormément d'a priori sur le sujet. Vieux Naturel dit beaucoup de personnes ont peur de l'inconnu, des arnaqueurs, tu peux le dire. Ouais. Il y en a, alors, il y en a, et puis il y en a. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est des arnaqueurs à partir du moment où ils sont profondément sincères et où ils te font vivre des choses qui te permettent, au moins toi en tant que vivant, même si tu continues de pas y croire après ton expérience, euh, de passer, en fait, de cheminer avec ton deuil. Alors, quand l'épisode sortira, les auditeurs auront peut-être déjà écouté l'épisode avec Monsieur Christophe Plateau, qui est venu débunker plein de clichés avec moi. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que ces clichés-là, ils étaient principalement véhiculés par des personnes qui n'y croyaient pas et qui n'ont jamais eu l'humilité de demander des preuves et de vivre l'expérience pour voir, ne serait-ce que pour voir. Et en fait, Christophe Plateau me disait, alors déjà, le fait d'aller voir un médium quand on est en deuil, c'est pas toujours une bonne idée, sachez-le, voilà. Si vous voulez en savoir plus, allez écouter l'épisode avec Christophe Plateau, qui pour vous, du coup, les gens en live sort mercredi prochain. Et puis il disait, en fait, les expériences qui sont les plus puissantes, les gens qui ressentent le plus le travail que je peux faire avec eux, ce sont ceux qui n'y croient pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Compliqué à Mérès. répondre. Bon, déjà, tu as dit un truc qui est super important, c'est que il y a des gens, malgré si c'est des arnaqueurs ou quoi, c'est pas le sujet. Il y a des gens que ça leur font du bien. C'est quelque chose qui est hyper important, il faut pas l'ignorer non plus. Il y a des phobies, des traumas, tout ce que vous voulez qui permettent à des gens de ne pas avancer, de ne pas aller de l'avant. Et ça, euh, même si c'est quelqu'un où voilà, on a prouvé que c'est sectaire, c'est une arnaque ou quoi, si ça, la personne, ça lui a fait du bien tant qu'elle s'en sort, c'est le principal. Donc du coup, en fait, moi, je pense à ces choses-là, au fait que il y ait des médiums, il y a des gens qui peuvent voir certaines choses ou quoi. J'y crois fortement parce que l'univers, on l'a pas du tout étudié jusqu'au bout parce qu'il nous manque des réponses à des questions qui sont essentielles. Donc ça, forcément, on a des choses que le commun du mortel, entre guillemets, la personne la plus lambda possible, ne peut pas savoir et ne peut pas connaître. Et le fait qu'on arrive à voir une personne et qu'on lui dise il y a ça qui existe alors que lui il n'y croit absolument pas, eh ben, ça peut paraître ça peut être jugé, ça peut être pris d'une mauvaise manière. Mais tout ça, en fait, c'est ce que je dis depuis le début, c'est qu'il ne faut pas ignorer ce que les gens ressentent et ce que les gens peuvent partager selon leur expérience ou quoi, parce on ne sait pas. On ne sait pas du tout ce qu'il y a après la mort, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans notre environnement, dans notre univers, etc. Donc il y a des choses vraiment qui, je pense que quand ça sera le moment de disparaître, on va avoir quelques réponses à nos questions. Mmh. Par contre, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que malgré ça, c'est quelque chose de très sensible, c'est quelque chose de très dur et les gens en profitent pour se faire soit de l'argent, soit, enfoncer encore plus le bâton, dans la terre. Et c'est ça, moi, que j'apprécie pas. Dès lors que c'est un esprit un peu malveillant, de toute façon, j'accepterai jamais, ça, c'est sûr. Et quitte à ce que, après, il faut pas mettre tout le monde dans le même bateau, hein, attention, faut pas le mettre dans le même sac, mais il faut vraiment faire des exclusivités, faut vraiment faire un à un. C'est-à-dire que si la personne, tu le sens vraiment arnaqueur ou quoi, et Mmh. ben, tu le fous de côté et tu vas voir quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai qu'il faut pas ignorer tout non plus. Faut pas être dans le déni. C'est ça, exactement.
Et bah, Christophe Lato a partagé pas mal de red flags là-dessus et c'est assez intéressant ce qu'il partage. Et donc c'est vrai que il y a énormément une question de choix. Je suis vraiment d'accord avec ce qui se dit dans le chat. Donc, Bionaturel qui partage son expérience de médium et qui dit à la fin, en fait, que le médium en question lui a expliqué que on était les seuls à pouvoir décider. Donc, à la fois, ça me fait partie, plus ou moins, en tout cas, de mes red flags à moi, de l'avenir. Parce qu'à partir du moment où on a le choix, ben, il y a Ouais. pas d'avenir, c'est nous qui le créons, donc bon. Mais c'est très personnel. Et je voulais revenir sur le business de la mort. La mort est un business, Mmh. effectivement, qui n'est pas toujours dans lequel, comme dans tout business, il y a de profondes dérives qui peuvent être effectivement très graves. Mais la mort sera, hélas, toujours un business tant qu'on sera dans un système capitaliste. Oups. Bon bref, non, on va pas aller sur le plan, politique du tout. C'est pas là où je veux aller. Mais, mais tout ça pour dire que la souffrance, même globalement, est un business et permet à d'autres gens de pouvoir, en fait, comme ce qu'on fait là. Mmh. Clairement, le Festival des Sensibles, c'est une idée qui est venue et qui part de la souffrance et qui part de la souffrance de plein de gens. Donc, la mienne, celle d'Antoine, celle de Nénès qui est là et qui vient et qui nous dévoile plein de choses, et qui sort de sa zone de confort et qui Ouais. affronte sa peur. Je confirme. Voilà. En fait, oui, c'est un business et oui, c'est problématique quand ça dérive. Par contre, on crée avec notre souffrance. On fait le choix de créer avec notre souffrance. On fait le choix de créer avec notre peur. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, moi, à l'heure actuelle, pour, après, quasiment, 1 an et demi à parler de la mort, côtoyer la mort, à chercher, à explorer et tout ça, et ben, plus j'en parle, moins j'en ai peur. Plus ça m'amuse, plus je me dis: «En fait, si ça se trouve, l'après, c'est moi qui suis en train de le créer par tout ce que je fais là». Par, tout ce qu'on est en train de s'imaginer là ensemble, tout ce qu'on peut, voilà, tout ce qu'on peut, proposer, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut, voilà, faire aussi dans notre vie. Et puis, ce que je remarque aussi, c'est qu'une fois qu'on a abordé le sujet, quand on en a parlé, quand on a posé des choses dessus, quand on peut avancer sur ce sujet-là, quand on trouve un espace où c'est OK d'en parler, où c'est normal d'en parler et où justement on vient là exprès pour ça. En fait, il y a une porte qui s'ouvre, plus ou moins, c'est vraiment une image, mais c'est vraiment l'image que j'ai. Il y a une porte qui s'ouvre et qui laisse rentrer d'un coup cette possibilité-là il y a un peu de lumière qui rentre forcément, mais il y a beaucoup de enfin ça aère. Il y a de l'espace qui ça ouvre un espace en fait dans notre vie, dans notre esprit, à plein de niveaux, à plein d'endroits. Et ça permet de libérer énormément de choses. C'est ça, c'est exactement ce que Bionaturel partage et ouais, c'est ça, trouver un espace pour pouvoir en parler et je pense que c'est vraiment ça, moi, qui me qui me pousse à faire ça. Il y avait, alors je sais plus du tout qui, ni dans quel contexte, mais il y avait quelqu'un qui un jour avait partagé l'idée que notre métier et notre obsession, c'est notre peur la plus profonde. La vraie peur. Qui vraiment celle qui nous fait bouger. Vous savez, on dit la peur, c'est, effectivement une émotion très primale, c'est celle qui, soit nous met en état de fuite, soit nous met en état de combat, soit nous met en état de sidération et c'est c'est l'émotion qui nous fait réagir. C'est cette émotion-là et je pense que vraiment c'est exactement ce que je suis en train de faire et ce que je suis en train de vivre et ce que je vous propose de vivre, c'est de rentrer dans ce truc-là et d'en faire quelque chose. Vous allez lui parler, lui dire: «Pourquoi tu es là et qu'est-ce qu'on fait ensemble? V v Où est-ce que tu vas me mener?» Alors bon, d'accord, à la mort.
Oui. Mais avant ça, il y a plein de choses. Avant ça, il y a plein de choses. Donc, par quoi tu vas me faire passer avant d'y arriver? Voilà. Ah, c'est beau. C'est très, très beau. Comment tu te sens, toi, Nénès, après déjà 1 heure d'échange sur ce Ça fait 1 sujet-là? heure? Oui, ça fait 1 heure. Ouais. Tu te rends compte, ça fait 1 heure que tu parles de Je la mort, regarde. Nénès. Waouh. Je crois que j'ai pas parlé de la mort aussi longtemps depuis un bail. Hein. Oui, tu m'étonnes. Même jamais, peut-être, en fait. Jamais, je crois. Jamais. Non, mais en vrai, je me sens plutôt bien. Je me sens pas oppressé ou mal ou voilà. Non, je vais pas avoir au contraire. Non, non, ça va, ça va. Ça va. Mais alors c'est vrai que le fait d'avoir, des expériences un petit peu différentes et en même temps similaires, ça permet aussi de se rassurer et de se dire que, bah, on n'est pas seul, déjà, tout simplement. Mmh. Et du coup, en fait, ça apaise beaucoup sur le fait que, c'est pas une peur qu'il faut renier. Ouais. Bien au contraire, je pense que c'est une peur qu'il faut accepter et qu'il faut, carrément, limite devenir ton ami quoi, clairement. Ça serait Ouais. beaucoup plus intéressant clairement que ça et je vois qu'au final, bon, même si on n'a pas forcément eu de réponse à ce qui va se passer, il y a quand On même n'en pas aura mal jamais. de choses et voilà, on le saura pas si, quand on le sera. Quand on y sera, c'est vrai. Et peut-être, Voilà, hein. Peut-être même pas. peut-être pas, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que pour le coup, ça fait du bien d'avoir un moment comme ça, de pouvoir en parler sereinement et tout en bienveillance et du coup, bah, déjà je te remercie et je remercie les gens du chat pour ça. Mmh. Voilà. Trop bien, merci beaucoup. Bien naturel qui dit: «C'est très bien Nénès, tu peux te féliciter car cela ne doit pas être évident lorsqu'on a une phobie. Créons-nous notre monde dans la mort Et et c'est c'est plus plus rassurant, rassurant». ouais. Ouais. Exactement, tout à fait, mais c'est un peu ce qu'on disait, c'est rigolo et vous savez qui le faisait? Mmh. Qui imaginait la mort, sa mort idéale et qui Ouais, nous ont laissé un héritage exceptionnel à ce sujet? Et ben, c'est les Égyptiens. Les Ah! Égyptiens, ils se sont aperçus, il y a plein de d'ailleurs, allez voir sur Netflix, il y a plein de reportages hyper intéressants, hyper fascinants sur ce qu'ils ont découvert il y a pas si longtemps que ça, donc ben, je crois pendant le covid de mémoire, donc c'est vraiment très, très récent. En fait, ils ont découvert plein de tombeaux, heu extrêmement bien conservés. Exceptionnellement bien conservés même. Vraiment, et en fait, ils se sont aperçus que, ce qui était gravé, donc les tombeaux égyptiens, il faut vraiment s'imaginer, c'est, de très grandes salles où en fait les tombes sont dans la salle et sont par terre très, très profondément enterrées et en fait la salle, est gravée, est couverte de gravures, de sculptures, de voilà, de plein d'images, de plein d'informations et en fait, ils se sont rendus compte que c'est pas du tout la vie de là ou des personnes qui étaient enterrées là, qui étaient marquées sur les murs. C'était ce qu'ils imaginaient être leur mort après. Parce que du coup, ils sont tombés sur des personnes qui connaissaient déjà, en fait. Ils avaient compris qui c'était, quel type de travail ils avaient, et cetera, et cetera. Donc c'était des personnes qui étaient plutôt modestes, on va dire ça comme ça, et qui ont mis tout leur argent. Alors c'est particulier pour le coup, hein, voilà, tout le monde ne fait pas ça maintenant. Ah bon? Mais ils ont mis tout leur argent pour construire un incroyable mausolée pour, mettre dans la matière ce qu'ils voulaient pour leur après. Donc en fait, donc voilà, ils ont effectivement imaginé cette incroyable alors il y a plein de fresques, il y a plein de mots, il y a plein de dessins, plein de statues aussi d'eux, où, ils sont dans un jardin extraordinaire, où ils travaillent la terre. Voilà, leur idéal, c'est de travailler la terre quand même, donc on est quand même voilà, c'est vraiment pas du tout la même culture que nous. Mais je trouvais que c'était fascinant parce que, ils avaient pas du tout le même rapport à la mort que nous. La mort, c'était presque un but en soi. Il fallait pas l'atteindre trop vite et volontairement, mais c'était quelque chose de meilleur, en fait. C'était un monde meilleur après et on avait toute la possibilité de demander aux dieux, ben voilà, c'est comme, la liste au Père Noël.
Voilà ce que je veux pour l'après. Donc C'est bien ça. c'est chouette. Merci Inès, en tout cas, et Zoé, c'était super intéressant comme échange. Merci à Merci à toi. toi, Jean-Philippe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'interagir sur les Égyptiens? Ou sur la mort? Ou sur autre chose? Mais je sais qu'en Asie aussi, ils n'ont pas du tout le même rapport à la C'est mort. vrai. Il y a beaucoup de réincarnation, il y a beaucoup de après, justement. Mm. Et plus tu t'approches de la mort, alors après, ça dépend vraiment les pays d'Asie, mais je crois que c'est en Chine, ou je sais plus, où plus tu es, genre, c'est la sagesse absolue et tu vas devenir un esprit hyper bienveillant et tout. Et je trouve ça hyper intéressant et fascinant que chaque pays, en tout cas, c'est Japon, ok. Ah, c'est Japon, Et pardon. chaque pays, chaque continent, voilà, ils ont vraiment tous leur culture Mm. et c'est pas du tout la même que la nôtre, quoi. Et ça dépend de la Ok, vie que tu as menée. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. complètement. Il y a un autre sujet aussi qui me vient là, et je pense que je vais le poser là. Si Jean-Philippe, tu as envie d'interagir avec ça, je pense que ça va résonner avec ce que tu as dit un peu tout à l'heure, par rapport au fait que euh, ça répond un petit peu aussi à la question, ou alors c'est une autre façon de poser la question. Tout à l'heure, je vous ai dit, en fait, choisir comment mourir ou choisir comment vivre, c'est exactement la même réponse, en tout cas, c'est la même question. Mais il y a aussi une autre question qui me vient, c'est la question de l'héritage. Qu'est-ce qu'on choisit de laisser en héritage? À plein d'échelles. Qu'est-ce qu'on a envie de laisser comme trace au monde actuel? Qu'est-ce qu'on a envie de laisser comme trace à nos proches? Et qu'est-ce qu'on a envie de laisser comme trace pour dans longtemps, pour dans très longtemps, comme les Égyptiens qui nous ont laissé des traces extraordinaires de leur vie, un héritage absolument dingue qui a traversé des millénaires pour le coup, et qui nous sont arrivés là, et qui nous permettent de comprendre notre histoire à grande échelle et avec un grand H. Et, et ouais, c'est quoi pour vous cette notion d'héritage et qu'est-ce qu'elle apporte dans votre vie? Vas-y, Nénès. Bah moi, vu que je fais de la photo, c'est un petit peu retransmis dans la photo, clairement. Mon but, à moi, il y en a plutôt deux. C'est vraiment ce côté bienveillant et solaire que je veux emmener et que je mets dans la photo. Tout est très lumineux, tout est très joyeux, tout est très ensoleillé. Donc ça, c'est vraiment la première chose que j'envoie. Et la deuxième, c'est un peu contre la société où je me dis que, donc je fais aussi du nu artistique Ouais. et je vais pas prendre ce que la société nous demande en termes de mannequin, en termes de corps. Je vais à l'inverse complètement et je montre le vrai corps que nous, on a. C'est-à-dire que nos corps à nous, il est pas musclé, il est pas parfait. Il est soit mince, il est soit gros, il est soit handicapé, il est soit traumatisé. Et tous ces trucs-là, je le mets dans la photo pour que plus tard, quand les gens regarderont, eh ben, ils seront en mode, OK, la vision qu'il a lui, c'était pas la vision que nous, on peut se faire de la société et de ce qu'on peut avoir. Et c'est là que je l'emmène. Ouais, exactement. Je suis ravie que tu me dises ça parce que tu es en train de prendre conscience qu'en fait, tu es aussi en train de travailler en travaillant cette notion d'héritage, de Mm, traces que tu laisses toi. Et c'est hyper intéressant en plus parce que tu travailles concrètement avec la lumière, c'est ta matière première, la lumière. ouais. Et ben en fait, tu aides aussi au deuil et au passage, enfin au cheminement en tout cas dans le deuil, puisque tu laisses des traces très importantes qui sont les photos ben, des gens, de leur vie, de leur histoire, de leur passage sur Terre, du coup, de leurs Mm. traces et globalement de leur existence. Et c'est vraiment, vraiment très, très important pour la mémoire. Il y a Fanny qui nous partage une énergie entraîne une autre énergie de même nature.
Les scientifiques aiment dissocier de la spiritualité et pourtant tout est énergie. Ouais, tout est énergie et même tout est lié de toute façon. Les scientifiques aiment bien analyser, donc couper et tout séparer, et tout étiqueter et tout mettre dans des boîtes. Enfin, tout mettre dans des boîtes et après étiqueter, c'est plus logique, mais mais voilà. Et Mais effectivement, c'est un tout, tout est lié et on ne peut pas parler de la mort sans parler de la spiritualité. On ne peut pas parler de la mort non plus sans parler de la science parce que la science nous permet de faire notre deuil, nous permet d'avoir des rituels qui nous permettent de faire notre deuil. Donc vraiment, les uns ne vont pas sans les autres, tout simplement. Et du coup, bien, elle ajoutait l'héritage est énergétique, selon moi. Tout à fait. Vas-y, Jean-Philippe, à toi. mais je rejoins totalement Fanny sur cette notion d'énergie et sur la notion d'héritage. Avec le recul, je vois 2 types d'héritage. Il y a Mm. l'héritage, vraiment lié à, bah, peut-être à l'énergie, à ce que tu transmets, aux autres, qui va survivre après toi, mais qui n'est pas forcément lié à toi, mais plutôt à ce que tu veux permettre aux autres de continuer à faire et à grandir et à avancer, malgré ton absence. Bah, c'est cet héritage, de contribuer à quelque chose qui est plus grand que toi. Et il y a l'héritage de l'ego. L'héritage, j'ai envie qu'on se souvienne de moi en tant qu'individu à part entière, le faire des statues, tout ça, que mon histoire traverse les époques, ce qui peut avoir des avantages aussi, hein. Mhm. Et je pense qu'il y a ces deux types d'héritage-là. Il y a l'ego, moi en tant que personne, Mm. et à ce que je veux laisser en tant que, bon, on peut peut-être parler d'individu spirituel, ou en tout cas en tant que membre de l'humanité, pour le bien commun. Que les gens m'oublient ou pas, c'est pas grave, mais que ce que mis en place dans ma vie continue d'exister et de se transmettre. Il y a cette différence-là que je fais avec l'ego. Je pense que ce sont les deux Oui, types d'héritage c'est ça. Mais qui c'est ça, est-ce existent. que... Vas-y, continue. Ouais, c'est ça, c'était vraiment ça. Ok, C'est l'ego tu... et j'ai pas l'autre mot pour ça, mais le collectif, voilà, l'héritage pour le collectif, indépendamment de toi. Oui, ouais, c'est ça. C'est... c'est... Encore une fois, c'est le même truc, en fait, tout est lié. Notre ego, il joue énormément là-dessus. Euh, Parce que, et puis c'est aussi un peu lui, et c'est aussi la peur qui va faire qu'on va agir et qu'on va faire des choix par rapport à ça. Est-ce que c'est plus important pour vous que, comme dans le film Coco par exemple, on ne vous oublie pas et que vos descendants continuent à penser à vous, continuent à afficher des photos de vous chez eux, etc., etc. Ou est-ce qu'au contraire, ce que vous voulez qu'on n'oublie pas de vous, c'est la trace un peu plus énergétique, un petit peu plus conceptuelle que vous avez pu laisser, comme par exemple une invention, un jeu, par exemple, je dis des bêtises, mais des choses de votre travail, en fait, tout le travail que vous avez fait dans votre vie, et ben ce soit ça qui reste et pas forcément votre individu en tant que tel comme les Égyptiens, que ce soit plus votre rapport à la mort qui reste, que ce soit éventuellement des monuments, des choses comme ça, et pas forcément vous en tant qu'individu. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous préféreriez? Comment ça vous parle, ce que je vous raconte? Même toi, Nénès, du coup, en attendant les réponses du chat. Non, mais moi, ce serait vraiment horrible de penser que ce qui serait mieux, c'est qu'on ait des photos de moi comme ça et que tous les jours, on est en mode s'il te plaît, reviens. Ah non, Quelle pas s'il te horreur! plaît, reviens, mais on pense à toi, quoi. Juste, on pense à toi. Quelle horreur! Mais non, mais alors pas du tout, pas du tout. Je préfère largement que mes photos soient mon héritage à moi et que ce que mon message était juste passé et bien Oui, passé du coup que moi-même. Enfin, clairement, je préfère limite qu'on m'oublie et qu'on dise juste l'artiste faisait des trucs exceptionnels et basta. Parce que pour moi, le fait de toujours penser à la personne, mais quelle horreur, t'es enfermé dans une espèce de bulle et tu t'en sors pas en fait. Enfin, forcément, tu peux pas passer à autre chose. C'est horrible. c'est grave intéressant ce que tu dis. Mm. C'est trop, trop Je te rejoins intéressant. totalement, Nénès, sur la réflexion. Moi, je m'en fiche qu'on m'oublie Ouais. en tant que personne. Ce qui me terrifierait, ce serait que une fois que je suis mort, le
messages que j'ai voulu faire passer ou les choses que j'ai voulu construire pour mes descendants disparaissent. Ça me terrifie par contre. Ouais, ouais. Donc Mmh. effectivement, je pense que Oui, vouloir qu'on t'oublie pas en tant que personne, c'est un dérivé de la peur de mourir. C'est se dire: «Tant que j'existe dans l'esprit des gens, je suis pas totalement mort». Ouais. C'est une façon de se raccrocher un peu à la vie à travers les ouais. autres. Mais perso, je m'en fiche, un peu, tant que ma vie a servi à quelque chose et qu'elle continue. Bah, c'est comme une flamme, mon compte, ma boîte s'appelle Ignis, c'est vraiment la flamme, le feu. Mmh, C'est dans cette idée d'héritage aussi, c'est mmh, j'ai initié quelque chose et une fois que la première flamme s'éteint, tant que le feu continue de brûler, je m'en fiche. Ouais. ouais. C'est cette idée-là. Exactement et je pense que ça alors vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça rejoint beaucoup, cette peur de: «À quoi bon?» En fait, ça n'a pas de sens, tu vois? Si notre travail et ce qu'on a pu laisser sur cette terre et aux gens, heu, disparaît, ben, on aura un peu fait ça pour rien. Mmh. C'est le truc, bah, finalement, à quoi bon, autant partir maintenant, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. À quoi ça a servi? J'étais venu et ça n'a fait aucune différence. Je pense que ça, c'est pour moi, c'est avoir, alors je vais pas dire rater sa vie, mais ne pas l'avoir utilisé à bon escient. S'il y a Mmh, pas Mmh. une personne pour qui tu as fait la différence, ouais, tu es passé à côté de ta vie. exactement. Il y a Fanny qui revient parce que le sujet dont on parle, lui a fait, penser à ce qu'elle propose. Elle va nous parler des constellations familiales. Est-ce que tu peux expliquer déjà dans un premier temps ce que c'est une constellation familiale, Fanny? Ah, le petit minou coucou. Oui, j'ai rigolé qu'ils viennent à ce moment-là. En fait, alors c'est pas quelque chose que je propose moi professionnellement, hein. Je Ah touche OK. un petit peu à tout. C'est quelque chose que je fais en tant que constellée. En fait, alors une constellation familiale, qu'est-ce que c'est? Déjà, il y a les personnes qui sont constellées, les représentants et le public. En fait, dans cette constellation, chaque personne qui veut être constellée vient avec une problématique particulière, à savoir que très souvent, ça touche les ancêtres. Donc, on va partir sur les ancêtres. Les ancêtres. Et par exemple, je sais pas, moi, mon père, je vous donne un exemple tout bête. Il me maltraitait quand j'étais enfant. On n'en a jamais parlé, lui et moi. C'est pas vrai, c'est un exemple. Et moi, quand il est mort, ben, en fait, j'ai dû faire ma phase de deuil, etc. J'ai dû régler mes blessures et mes problématiques tout seul. Mais ce qui m'aurait aidé, c'est que ben, mon père, il fasse sa part du travail avec moi. Donc, en fait, j'arrive à ma constellation et j'explique cette problématique. Que de manière générale, on répète plus ou moins les mêmes schémas ou on fait l'opposé de ce qu'on a vécu, mais c'est similaire dans le sens où on est venu vivre une expérience. Et vu que la personne constellée ne peut pas parler avec le défunt, par exemple, en expliquant sa problématique, elle dit, donc je veux régler tel problème. Ensuite, elle va chercher les représentants dans le public, et ça, c'est assez fou, hein. Franchement, il faut le faire pour le vivre, c'est assez exceptionnel. Et on choisit les gens, rien n'est, comment dire, rien n'est un hasard, parce qu'on choisit des gens qui ont pour résonance la même vibration, mais malgré nous. Ça, c'est magique. Et par exemple, la médiatrice, un peu comme toi, Zoé, de la constellation, elle dit, alors, va chercher ton père. Donc, nous, on doit choisir la personne de, par exemple, ben, mon père, ce sera lui. Va chercher ta mère, va chercher ta grand-mère, ton frère, ta soeur. Va chercher une personne qui va représenter ta colère. Va chercher une personne qui va représenter la violence. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu le topo de comment ça se passe une constellation. Et ensuite, se met en œuvre donc les personnes constellées et le représentant. La personne constellée, elle est assise, elle regarde la scène se passer devant ses yeux. Elle n'interagit pas, elle. Et en fait, les représentants canalisent des messages, des énergies, des sensations, malgré eux, comme si tout le monde était médium un peu à ce moment-là. Et ils transmettent des messages qui, franchement, pour l'avoir vécu à 97% sont toujours justes. Donc les gens sont choqués parce qu'ils disent, ah, je comprends pas, je ressens pas. Et par exemple, quelqu'un qui est totalement pacifiste, qui représente la personne du papa violent, il va se mettre dans une colère. Vraiment, c'est un truc aussi. On a l'impression que les gens sont possédés, mais je vous promets que ça travaille énergétiquement. Il faut le faire pour le comprendre, mais c'est assez long. Et on voit vraiment que ça met en action, ça résout des problématiques qui datent d'il y a longtemps. Et
de le voir comme ça, des personnages qui jouent la scène sous nos yeux, en tant que constellés, ben, ça résout des problématiques à l'intérieur de nous. Je crois qu'Antoine nous avait fait un truc similaire une fois. Alors, Euh, je voulais ouais, exactement, Oui, bonsoir. voilà, je voulais exactement rebondir là-dessus. J'étais en mode, j'espère qu'Antoine, il est en train d'écouter parce que je vais faire une pirouette, il va être trop content. Allez-y, c'est faites ça. des pirouettes. Mais ce que je voulais dire, et là, vous allez pouvoir, tous ceux qui ont vécu les impros d'Antoine, vous allez pouvoir réagir et mettre plein de cœurs dans le chat. Ça peut arriver de vivre ce genre de choses-là en impro. En tout cas, moi, je sais que je l'ai vécu, je sais que je l'ai vu, que j'ai pu participer à ce genre d'expérience. Alors, c'est effectivement peut-être moins impressionnant qu'une constellation, parce qu'en général, en tout cas, tu vas me dire ce que tu vas me confirmer, Fanny, mais en général, les constellations se font en présentiel. Et il y a 15-20 personnes faciles pour pouvoir justement représenter une grande famille et avec éventuellement les émotions dont tu peux parler qui peuvent être incarnées par des personnes en particulier. Et Alors, ouais, c'est en présentiel et comme vraiment, je te dis, c'est dingue, comme quoi rien n'arrive par hasard. Il y a des gens qui avaient prévu de venir ce jour-là, ils ont une tuile, ils ne peuvent pas venir, mais c'est vraiment parce qu'ils ne pouvaient pas venir. C'était pas autorisé, entre guillemets, qu'ils viennent à ce moment-là parce que même quand tu es représentant, moi, en tant que, j'ai été constellée représentante. Dans les deux cas, tu as des émotions qui te traversent qui sont du transcendantal. Ça n'est pas toi. c'est ça. Moi, je me suis mise à chialer alors que j'avais pas envie. C'est vraiment, c'est assez dingue, en fait. Je me rappelle que ma première constellation, il y a une fille qui parlait d'elle, la constellée. J'ai pleuré pendant 3 heures. J'ai du mal à pleurer de base. Pendant 3 heures non-stop. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mm. C'est vraiment des trucs, tu sens qu'il y a des libérations émotionnelles qui se font. Malgré toi, ça se fait tout seul. Et c'est comme si je sais pas, tu es acteur, en même temps tu joues un personnage. En tout cas, ce qui est fou, c'est que tu ressens aussi les ancêtres. Moi, qui ai un peu de capacité médiumnique, dans cette pièce, tu sens que tous les ancêtres ils sont là pour travailler avec toi, qui n'a pas été travaillé quand ils étaient vivants. Mm. En plus, Alors, tu vois ce que je veux dire? c'est grave intéressant. Il y en a effectivement qui vont penser et croire, et c'est tout à fait OK de croire et de penser ça, qui sont du coup connectés complètement avec leurs ancêtres, leurs familles, qui sont vraiment, et tout se fait, et en fait, ils ressentent des trucs, et ils vont les mettre dans la matière parce que c'est l'arrière-arrière-arrière-grand-mère et arrière-grande cousine qui se sont machin, frités, je sais pas quoi et tout machin, qui vont passer par toi. Et toi, tu vas être en mode poup, qu'est-ce qui se passe? Et je comprends rien et tout machin. Et il y a d'autres personnes qui vont plus penser que c'est l'inconscient en fait qui va faire son travail et qui va permettre en fait, de libérer. En fait, c'est vraiment ça, c'est de la libération émotionnelle qui va, euh, qui va être puissante en fait. Dans tous les cas, peu importe ce qu'on croit, ce qu'on s'imagine, la réalité d'une expérience telle que les impros d'Antoine ou une constellation familiale, qui est finalement un peu de l'impro aussi, c'est profondément puissant pour pouvoir se libérer, pour pouvoir comprendre les choses, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir en fait retrouver le chemin de la lumière et de la vie. En fait, c'est tout bête, hein. Ça paraît très Pinterest d'un coup, mais c'est vraiment l'idée que je m'en fais. Oui, c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et comme tu dis, peu importe les croyances, en fait, c'est une expérience sympa à vivre et peu importe ce que tu ressens, tu repars toujours grandi. Et vraiment, pour terminer avec les ancêtres, moi, très souvent, quand je canalise des messages de défunts, ils regrettent tous les non-dits et les mensonges, surtout les non-dits. Les non-dits font beaucoup de mal aux gens qui restent encore. Et Mm. beaucoup, beaucoup, quand tu travailles le transgénérationnel et le travail avec les défunts, ils viennent tout le temps donner des messages en disant je suis désolée, ça je l'ai pas dit, ça je l'ai pas dit, ça je l'ai pas dit. Et je pense que la peur de la mort, vraiment, la puissance, c'est de dire je suis partie en n'ayant pas dit ça, alors que c'était important. Peu importe comment c'est reçu, c'est très important de l'avoir dit. Voilà. Je voulais C'est juste ça. terminer là-dessus. Sinon, Mm. ça crée beaucoup de blocages. C'est ça. T'en penses quoi, Nénès? Ça fait un moment que t'as pas entendu. Non, mais je trouve ça super fascinant
Alors, j'ai du mal à y croire et à comprendre et à me projeter là-dessus, à tout ça, parce que du coup, j'ai jamais vraiment vécu. Mais encore une fois, je peux pas renier ce que les gens ressentent et ce que les gens peuvent partager, parce que au-delà de la croyance et au-delà des preuves qu'on peut ou pas avoir, ben, c'est des choses qui sont vraiment passées au niveau des gens, en tout cas. Donc du coup, je peux que être fasciné et limite vouloir voir ce qui Revenir en se- impro? ce qui s'est passé, quoi. Je suis déjà venu, hein. Calme-toi. Oui, mais reviens en libération J'ai dit. émotionnelle et tout ça. Reviens. Hop là. Non, mais c'est intéressant, c'est hyper intéressant, vraiment, pour le coup. Oui, je sais, Elle est forte, Antoine, hein. oui, je sais. Ouais, Non, mais c'est hyper intéressant, ouais. c'est trop cool. Merci beaucoup. Sans Tu as doute. peur de toi, Nénès? Ah, alors, c'est une, c'est une autre grande question. Ouais. En Chaque tout chose cas, a son temps, hein, Fanny. ouais, grave, mais grave. En tout cas, je suis grave, grave, grave contente de... Eh ben ouais, eh ben voilà. Ce que je disais tout à l'heure, merci Geneviève, tu le mets tout de suite en pratique. Geneviève me dit, ça me donne envie de plus en parler du coup, évidemment. Mais oui, mais il faut en parler, il faut le vivre en fait. Il faut vivre la mort. C'est trop bizarre de dire ça, c'est trop bizarre de l'entendre, je pense, pour vous, mais il faut vraiment vivre la mort. Il faut vivre avec elle au quotidien. Il faut l'appréhender, il faut lui poser des questions. Alors, poser des questions à la mort directement, ça peut paraître un peu bizarre, mais poser des questions à ceux qui savent. Allez voir un Thanato. Par exemple, Nanou. Au hasard, t'as un Nanou sur les réseaux sociaux qui parle très très bien Quel hasard. de comment... Un jour, Stéphanie nous rejoindra, un jour, Nanou sera là. Encore une fois, j'invoque dans la matière. Mais voilà, il y a des gens comme Nanou qui débunkent et qui parlent, qui vulgarisent en fait la mort, parce que donc un thanatopracteur, c'est la personne qui va préparer le défunt, donc la personne qui vient de mourir doit être préparée pour avoir des soins de conservation, pour pouvoir être présentée à la famille, etc. etc. Nanou présente ça de façon simple, lumineuse, scientifique. Elle explique que oui, les morts, elle les coiffe. Voilà. Elle raconte que, ben voilà, comment est-ce qu'elle fait quand il y a une situation un peu dramatique, un défunt qui est un peu abîmé. Ben, elle explique comment est-ce qu'elle fait. Et elle explique surtout, elle montre surtout l'importance de son travail, de voir quand on en ressent le besoin son défunt, etc., etc. Il y a plein de gens comme ça. Il y a le podcast Mortel. Il y a des Tanadoula, je pense à Noémie. Alors son Insta, c'est Noé Naturo. Ouais, c'est Noé Naturo qui devait être sur le podcast et qui n'a pas pu. Qui parle aussi du deuil. Alors là, plutôt, là, c'est vraiment, c'est moins scientifique, mais c'est vraiment du côté deuil et psychologique qui accompagne du coup les personnes en fin de vie, les personnes en deuil, les familles en deuil, et qui parle beaucoup donc tout ce processus-là, le fait de savoir que nous, on va mourir, on vit un deuil, c'est le deuil de notre propre vie, donc elle parle de ça. Évidemment, bah, elle accompagne toutes les personnes en deuil, donc elle parle du deuil de la personne, comment est-ce qu'on fait, les rituels, les machins, etc., l'importance de tout ça. Il y a de plus en plus aussi de pompes funèbres que vous pouvez suivre sur les réseaux. Donc vraiment, je vous invite à le faire, à prendre contact à votre rythme avec la mort pour l'inviter en fait dans votre quotidien. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, Nénès, en fait, de s'en faire une copine, qu'elle soit là et que quand vous avez peur, vous la regardez, puis ça ira mieux. Ouais. Je confirme. Est-ce que tu as un petit message, un petit mot que tu aimerais bien faire passer par ici? Bah écoute, non, mais déjà le fait de te remercier de m'avoir invité pour ce podcast, c'était hyper intéressant. J'en ressors quand même avec quelque chose, tu vois, c'est pas je viens et je pars sans rien. Donc je te remercie là-dessus. Je remercie aussi le chat parce que le fait de discuter aussi avec des gens, c'est très, très intéressant, c'est très instructif. Ouais. Donc ouais, voilà, c'était hyper bienveillant. C'est tout ce que j'apprécie, tout ce qui est instructif, tout ce qui est comme ça, moi j'adore ça.
Donc, non, mais merci. Voilà. Merci beaucoup. Franchement, avec très, très grand plaisir. Je suis absolument remplie de gratitude, déjà pour la journée qu'on vient de vivre ensemble au Festival des Sensibles. C'est genre, juste ouf, incroyable. Avec Nénès. Oui, c'est vrai, Euh, je suis moins crispé. Ouais. Ouais, il y a Bionaturel qui partage quelque chose que j'ai envie de vous partager au micro, c'est est-ce qu'il faut vraiment avoir des preuves de tout et pour tout? Croyons en nous. Et je trouve que c'est très beau, très fort. C'est vraiment important de tout ça. Tu as l'air moins crispé face au sujet par rapport au début, Nénès. Ouais, bah oui. Quand Il est même, comme hein. ça, Nénès. Une fois qu'il est à l'aise, ça va. Voilà. Voilà, je vous remercie vraiment tout le monde d'avoir été là, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci Nénès d'avoir été là, merci Antoine de permettre tout ça, de nous offrir cette opportunité-là. J'espère que cette immersion dans mon monde vous a plu. J'espère que vous viendrez de nouveau dans mon monde, que je vous y retrouverai. Euh, Du coup, je vous invite, je vous mettrai évidemment les liens dans la description, tout ça, comme d'habitude, de l'épisode du podcast pour ceux qui écoutent en replay. Les liens du coup de l'Instagram de Nénès, le lien vers le lundi de la dérive Ouais. pour pouvoir découvrir ce qu'ils font sur le marketing et sur la communication, qui est fascinant et très intéressant. Et puis, bah écoutez, je vous invite aussi à me rejoindre, moi, sur les réseaux sociaux, Cœur de Tissu. Et oui, ça a changé, ce n'est plus Atelière, c'est Cœur de Tissu. Et du coup, le podcast va bientôt changer de nom aussi, Oh, bah voilà. forcément. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que, encore un immense merci à tout le monde. Je suis vraiment, mais je déborde de gratitude pour tout ça. On se retrouve dans les épisodes, on se retrouve sur Insta, on se retrouve là où vous voulez, quand vous voulez. Et en attendant, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous.